Bien, alors, s'il vous plaît, on est déjà presque un quart d'heure en retard, donc on va essayer que ça roule, n'est-ce pas? Alors, bon, donc ici, là, moi, je suis là pour simplement faire l'horloge, pour coordonner un petit peu cette soirée et vous dire comment ça va fonctionner. Donc, Pierre Rabhi va parler dans 5 minutes, après une petite présentation de Madame de Failly, ici. Et ensuite, à 21 h, Pierre Rabhi ira dans l'autre salle pour entendre une ou deux questions des jeunes qui s'y trouvent. Il y a 250 personnes dans l'autre auditoire. Pendant ce temps-là, il y aura un petit talk café ici, dans cette salle, avec ceux qui sont ici. Je vous expliquerai comment ça fonctionne à ce moment-là. Et ensuite, un petit quart d'heure après, Pierre Rabhi nous rejoindra. Et là, on pourra répondre aux questions que vous vous posez après sa conférence. Alors, comme on est très nombreux, je vais vous demander vraiment de faire un effort disciplinaire par rapport à ça. C'est-à-dire, j'ai ici des petits papiers, ça va circuler. Si vous avez une question vraiment importante, eh bien, vous la posez sur ce petit papier, et puis on va essayer de répondre à quelques questions. Ce ne sera pas possible de répondre à toutes les questions, bien entendu, avec le nombre où nous sommes ce soir. Voilà. Je crois vous avoir tout dit. Et immédiatement, eh bien, je vais passer la parole à Inès, qui est d'Entraide et Fraternité, qui est dans le conseil d'administration d'Entraide et Fraternité, qui va introduire l'hôte de ce soir. À vous. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Merci à Pierre Rabhi d'avoir accepté donc l'invitation d'Entraide et Fraternité. Et alors, je désire remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire en sorte que cette rencontre ait pu avoir lieu. Et tout particulièrement à Daisy Herman, qui est la coordinatrice générale de l'événement. Donc, merci beaucoup. Et également Jean-Paul Davreux, qui est bénévole au sein d'Entraide et Fraternité, donc bénévole très actif. Donc Daisy Herman est responsable, elle, du département éducation à la solidarité d'Entraide et Fraternité. Alors cet événement s'inscrit dans le cadre de toute une journée sur le thème de l'agroécologie. Et cette journée a été organisée en collaboration avec plusieurs entités, plusieurs associations. Donc il s'agit de la Maison du développement durable, donc avec qui on a eu donc une coopération très fructueuse. Également les étudiants de l'AGL, les jeunes interactifs, la plateforme du développement durable et l'ONG Vivre Ensemble et donc Entraide et Fraternité. Donc merci à toutes ces personnes qui se sont investies avec énormément d'enthousiasme, avec énormément de bonne humeur, de bonne volonté, voilà, c'était vraiment très très agréable de préparer cette rencontre. Donc voilà, merci à vous tous. Et puis je désire également remercier les organisations partenaires qui ont pris part à la foire aux initiatives, qui vous ont présenté leurs activités et éventuellement leurs produits. Et j'en profite aussi pour remercier la librairie Agora, donc, qui est sponsor de l'événement et qui est également présente parmi les organisations donc, de la foire aux initiatives. Et alors, la librairie Agora a aujourd'hui à disposition des livres de Pierre Rabhi. Donc si vous désirez les consulter, les acheter, donc vous pouvez retourner par la suite après la conférence donc, auprès du stand de la librairie Agora. Et donc la foire aux initiatives continuera après la conférence. Alors l'agroécologie, une éthique de vie. Pourquoi ce thème ? Pourquoi avoir invité Pierre Rabhi ? Entraide et Fraternité, c'est une ONG qui soutient des initiatives de développement dans le Sud, mais également des projets de solidarité dans le Nord, via son ONG sœur, donc Vivre Ensemble. Alors, elle réalise un travail d'éducation, développement et de lobbying au niveau politique. Et alors, un des axes prioritaires d'Entraide et Fraternité, c'est le soutien à l'agriculture paysanne familiale, respectueuse de l'environnement, dans une perspective de souveraineté alimentaire. Donc ça nous semblait assez naturel d'inviter Pierre Rabhi aujourd'hui. Et dans cette optique, Entraide et Fraternité collabore avec de nombreuses associations qui luttent pour le même objectif.
Et donc c'est ainsi que nous nous présentons aujourd'hui comme un consortium d'associations engagées dans la solidarité internationale et nationale également, vers une transition écologique. Alors, le combat mené par Pierre Rabhi pour la souveraineté alimentaire est donc en parfaite concordance avec les valeurs et les projets portés par Entraide et Fraternité dans le Sud et Vivre Ensemble dans le Nord, et également par les autres associations partenaires, c'est-à-dire une réappropriation de la terre par les paysans et la réconciliation des hommes avec les hommes et des hommes avec la terre-mère. Donc remettre l'être humain et la nature au centre des préoccupations, défendre la petite paysannerie face à l'agrobusiness, lutter contre le pouvoir de la finance, combattre l'exclusion et critiquer sans concession un système de valeurs où l'humain n'est jugé qu'au filtre de l'avoir et des performances. Donc, tel est le combat que mènent nos associations. L'agroécologie, une éthique de vie, un sujet riche en apprentissage et en partage, donc, qui a réuni ce matin autour d'une table ronde des représentants du monde paysan, d'organisations citoyennes et de scientifiques. Donc je les remercie également. Donc cette rencontre, malheureusement un peu trop courte, a été très riche en dialogue, en débat, en interpellation, en vue de réconcilier l'homme et la nature. Alors c'est également ce thème qui a rassemblé une soixantaine d'étudiants de Quota Projet cet après-midi, donc là, lors d'un échange avec Pierre Rabhi. Et c'est enfin ce thème qui nous rassemble ce soir autour de ce petit homme qui est Pierre Rabhi. Donc, petit, mais pourtant tellement grand. C'est vrai ? Alors, donc les qualités de Pierre Rabhi sont nombreuses: bon sens, intelligence du cœur, justesse de la parole. Bon, il y aurait tellement de choses à dire. Présenter Pierre Rabhi, c'est pas une mince affaire, mais donc je vais me contenter de quelques mots. Donc Pierre Rabhi est paysan, philosophe, écrivain, homme politique. Il est humaniste, écologiste, et son message est à la fois très très simple et très compliqué: remettre la nature et l'humain au cœur de nos préoccupations. C'est l'un des pionniers de l'agriculture biologique en France, et il est l'auteur de nombreux livres, dont le Manifeste pour la terre et l'humanisme, pour une insurrection des consciences, vers la sobriété heureuse, et d'autres. Alors, bon, Pierre Rabhi est à l'agroécologie, donc vous l'aurez compris, un peu ce que Jimi Hendrix est aux amoureux de la guitare. Donc, voilà. Ouais, j'ai presque fini. Oui, d'accord. Donc oui, donc je vais juste terminer en présentant encore en quelques mots la destinée de Pierre Rabhi. Donc rien ne le destinait donc à cette destinée. Il est né en Algérie en 1938. Dans un contexte de guerre, il a immigré à Paris, où il a travaillé dans une entreprise donc, de métallurgique, puis comme ouvrier agricole. Et depuis sa tendre enfance, donc, il s'est indigné sur la marche et l'état du monde. Et donc il a été confronté aux inhumanités de ce monde, qui est basé uniquement sur la productivité, sur la compétition. Et donc c'est cette indignation constructive qui est devenue une force et qui l'a incité à trouver des nouvelles voies. Et donc c'est comme ça qu'avec sa femme, il est allé s'installer en Ardèche, sur une terre, donc sur 20 hectares de terre rocailleuse, sans eau, sans électricité. C'est là donc qu'il a élevé ses 5 enfants. Et c'est là également qu'il a expérimenté les techniques agroécologiques. Donc à ce moment-là, ça ne s'appelait pas encore comme ça, puisque le concept vient de cette époque-là. Et puis, donc, dans les années 80, il a commencé à partager son expérience à travers différentes conférences, mais également à travers des formations partout dans le monde, en Europe, en Afrique. Et donc aujourd'hui, il est reconnu expert international pour la sécurité alimentaire. Et il a participé à l'élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Et il est l'initiateur du mouvement pour la terre et l'humanisme. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Pierre Rabhi et vous souhaite une excellente soirée. Ok, merci. Allez-y. Alors simplement, il y aura juste après l'intervention de Pierre Rabhi, j'ai oublié de vous le dire,
deux personnes qui vont réagir directement, une qui est du Nord et une du Sud, une maraîchère du Nord, et puis le président du comité Bouaki du Kivu, qui réagiront directement à cette conférence. Voilà, Pierre Rabhi, c'est à vous. Ben, j'ai le trac. Donc, c'est souvent que j'ai le trac. Pourquoi? Parce que j'ai le souci, si vous voulez, d'ajuster, afin de répondre évidemment aux attentes de ceux qui me font l'honneur de venir m'écouter. Et ce soir, vous êtes nombreux. Aujourd'hui, le message que j'essaie de transmettre est reçu, alors que pendant des années, il ne l'était pas. Il ne l'était pas, pourquoi? Probablement parce qu'il n'était pas en quelque sorte rendu, en quelque sorte nécessaire ou validé par la situation du monde. Et cette situation du monde, finalement, est en train de plus en plus de se dégrader, c'est-à-dire qu'on assiste quand même à une civilisation qui est en train de se déliter et de ne plus pouvoir tenir. Je prétends que la politique, évidemment, je ne dénonce pas, je ne m'en prends pas aux politiciens tels qu'ils sont, parce que je ne suis pas dans leur conscience, et qu'il y a certainement des politiciens qui font le mieux qu'ils peuvent. Je ne suis pas non plus dupe de ce qui peut aussi animer un politicien dans son ambition personnelle, etc. Donc, comme je ne peux pas rien vérifier de tout ça, je n'entre pas dans les consciences, et donc, par contre, je prétends que la politique telle qu'elle est exercée aujourd'hui n'est pas du tout en phase avec les réalités du monde d'aujourd'hui, dans sa transformation, dans ses mutations. Voilà. Et on a d'un côté l'impression que le politique fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle qui est moribond, et de l'autre côté, quand même, ce qui apporte espoir, c'est qu'on s'aperçoit que la société civile invente beaucoup, innove beaucoup, et c'est ce qui me maintient en quelque sorte dans une forme d'espoir par rapport à l'engagement qu'on peut avoir et qui est parfois très lourd. Il m'est arrivé de me réveiller avec beaucoup d'angoisse, comme si j'étais soumis à une pesanteur d'un monde qui est difficile et dont on cherche un peu le sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne voit pas de sens à notre existence et on ne voit pas de sens au monde, évidemment on est dans l'absurde. Et dans l'absurde, il n'est pas possible de vivre. Dans l'absurde, il faut bien que quelque chose ait un sens quelque part. Voilà. Sinon, qu'est-ce que veut dire l'avènement de l'être humain? Et cet avènement de l'être humain qui pose grand problème aujourd'hui, parce que l'être humain lui-même se rend la vie impossible. Et nous sommes sur une magnifique planète, on peut l'admirer, elle est absolument sublime, mais plutôt que de l'apercevoir comme une oasis magnifique, on l'aperçoit comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser au nom du profit indéfini et illimité. Donc là, nous sommes dans quelque chose d'absolument inintelligent au sens de l'intelligence vraie, pas au sens simplement des capacités cérébrales, mais au sens de ce qui nous interpelle au plus profond de nous-mêmes, dans notre vocation d'être humain. Est-ce que nous sommes des êtres humains simplement qui sommes advenus dans cette réalité? Quand on prend le ratio sur 24 heures, ça fait les 2 dernières minutes ou 3 dernières minutes que nous sommes présents sur cette planète. Est-ce que notre vocation, c'est de détruire cette planète de 1000 façons, de la détériorer de 1000 façons, de la transformer en un champ de bataille et d'égorgement, où l'humain égorge l'être humain, un champ de bataille où nous mettons notre génie au service du drame et du malheur par les armements, et tout ce que nous pouvons inventer d'horrible et qui nie finalement l'intelligence humaine? Ou est-ce que par les pollutions, par tout les transgressions que nous menons, eh bien, est-ce que nous sommes véritablement dans le vrai sens de l'histoire et de ce que la nature attend de nous, ou est-ce que nous sommes dans quelque chose qui va nous amener à un suicide, c'est-à-dire un suicide que nous produisons nous-mêmes, c'est-à-dire notre propre éradication? Je dirais que on peut arriver à notre éradication. La nature, je n'ai pas de souci par rapport à la planète, elle continuera son existence, sa vie, il y a une telle puissance.
Il suffit d'être un petit peu dans l'écologie et dans les situations où je me suis trouvé, même dans les zones les plus difficiles, pour se rendre compte que la réponse a toujours une réponse. Elle sait toujours recorriger les dégâts, quels qu'ils soient. C'est simplement une question de temps. Mais avec le temps, elle corrige. Et je peux vous assurer que j'ai été témoin de miracles que la nature est capable de produire dans des situations désespérées où l'on se dit plus jamais la vie ne pourra se renaître. Et bien la vie revient, même dans les conditions les plus dramatiques. Donc je ne me fais pas de soucis pour la nature. Par contre, pour l'être humain, je me fais beaucoup de soucis. Parce qu'il y a une distorsion, si vous voulez, il y a une inadéquation entre notre comportement à l'égard de la vie et les règles fondamentales qu'impose la vie et qu'elle a toujours imposées depuis les origines. Et là, nous sommes dans une espèce d'erreur monumentale qui fait que l'interrogation que nous devons avoir aujourd'hui, en éliminant, bien sûr, en ne se perdant pas dans le diagnostic avec tous les symptômes, mais au-delà des symptômes, ce qui se pose aujourd'hui à l'humanité, la grande question qui se pose, d'abord, quel sens a-t-elle? Est-ce que l'objectif, ce n'est pas de humaniser, de donner son caractère humain à la vie et à la nature? Est-ce que finalement, notre avènement, qui est très destructeur, est-ce que nous ne sommes pas là plutôt pour prendre soin, admirer et aimer, plutôt que de détruire? Toutes ces questions-là nous assaillent aujourd'hui parce que finalement le spectacle que nous avons du monde est un spectacle quand même de dégradation et de finitude d'un système. Voilà. Alors par contre, ce qui se passe et qui donne de l'espoir, c'est que la société civile invente beaucoup, je l'ai peut-être dit déjà. Alors pardonnez-moi parce que je finis par radoter, vous voyez. C'est tellement... Donc là, il y a vraiment quelque chose de témoin votre présence d'ailleurs ici, et témoin tous les gens que je peux rencontrer partout, qui sont dans une alchimie personnelle, dans cette transition en quelque sorte, on ne sait pas ce qui prépare la transition, eh bien ça devient une espèce d'immense laboratoire où s'active un certain nombre de consciences. Alors il y a ceux qui sont complètement passifs et qui restent, ils restent dans un mode d'existence répétitif et sans autre préoccupation qu'eux-mêmes ou que le jour même ou que le lendemain. Et il y a ceux qui, quand même, les consciences qui aujourd'hui convergent de plus en plus pour que l'interrogation soit posée d'une façon commune. Là où j'ai pu le vérifier, c'est quand on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles. Pierre Rabhi, président, bon, c'est bon. Après, j'ai chuchoté à l'oreille d'Obama. J'ai dit, écoute, il faut que tu prennes la place aux États-Unis. C'est comme ça que je l'ai inspiré. Et alors, cette expérience, si vous voulez, de Pierre Rabhi, président, avec l'insistance des gens, m'a provoqué des insomnies. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais, pourquoi? Puisque j'ai pas envie d'être président. Je vois, la politique n'est pas du tout conforme à la réalité du monde d'aujourd'hui. Elle est décalée par rapport aux nécessités d'aujourd'hui. Quel intérêt je vais avoir à aller me présenter présenter ma candidature en France, en plus un immigré, en plus, etc. Et donc, à force de ruminer tout ça, j'ai fini par me dire le seul intérêt que ça aurait, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les paramètres d'existence commune de la communauté humaine aujourd'hui, élimine en quelque sorte les critères les plus importants et garde que les critères qui sont conformes au modèle lui-même, lequel modèle est destiné est subordonné à l'argent, enfin au lucre, et donc cette attitude, si vous voulez, ou ce choix qui part du principe que l'argent accorde tout, donne tout, permet tout, vraiment devient très dangereux, puisqu'on voit maintenant des gens qui ont de l'argent peuvent s'accaparer le bien commun. Ils peuvent acheter des forêts, ils peuvent acheter... C'est illicite, c'est un hold-up légalisé qui est totalement infâme. On ne doit pas... La nature, la vie, c'est le patrimoine
collectif de l'humanité, et non pas le patrimoine qui devrait être accaparé et détourné par une minorité humaine qui confisquerait à l'ensemble de l'humanité les biens qui lui reviennent. Et vous voyez, on atteint le summum, disons, de la perversion que produit l'argent quand on en a beaucoup. Et donc là, c'est absolument totalement inadmissible et rien ne peut justifier le fait qu'une minorité humaine peut s'accaparer le bien de tous. Alors si on exagère les choses, si on exagère les choses et on caricature les choses, on pourrait dire qu'un jour, il y a une espèce comment dire, de cartel, je sais pas quoi, d'une caste particulière qui va en fait posséder la planète tout entière et nous ne serions que des locataires. Voilà, si on caricature les choses. Ça, c'est totalement inadmissible et c'est un délit extrêmement grave. Seulement, malheureusement, et les politiques et les citoyens, au lieu de réagir contre ce hold-up organisé et cette confiscation terrible organisée, eh bien, on est passif face à tout ça parce qu'on a donné à l'argent les pleins pouvoirs. Voilà. Donc, à partir de là, que faire ? Donc je dois vous parler un peu de l'agroécologie, mais l'agroécologie, ce n'est pas simplement une technique, une méthode agronomique. C'est pour ça que j'ai ajouté un art de vivre et je continue et je souscris encore au fait que c'est un véritable art de vivre. Et je vais y venir. Alors vous avez eu droit par l'introduction à quelques éléments biographiques, c'est-à-dire de ce qui me fait que je suis ici parmi vous, disons l'itinéraire qui m'a amené à être ici ce soir. C'est un itinéraire évidemment qui a pris ses racines et qui a pris son départ 40 ou 50 ans en arrière. Donc je mets de côté la vie ordinaire d'un petit être humain, et effectivement, Pierre Rabhi, aujourd'hui même, c'est 52 kilos tout mouillé. Alors, donc vous voyez, quand on dit petit, c'est vrai. Je ne peux pas nier ça. À tel point que d'ailleurs que j'ai voyagé avec des amis qui tous les deux faisaient chacun 2 fois Pierre Rabhi, et quand on a pris l'avion, j'ai dit c'est quand même pas juste, on devrait payer le billet d'avion au poids et non pas à la personne, c'est quand même pas juste. Voilà. Et donc bon, c'est comme ça. Et alors ce petit être qui est né dans une petite oasis du sud de l'Algérie, eh bien, perd sa mère à l'âge de 4-5 ans, et puis, voilà, un père forgeron, musicien, poète, et ce père forgeron, eh bien, à un moment, il est déconcerté et nié dans sa réalité, puisque la France venait de découvrir du charbon dans le sous-sol de notre pays, cette petite oasis. Donc, logiquement, il faut exploiter ce charbon. Alors, pour exploiter le charbon, eh bien, on a recours à la main-d'œuvre locale, bien sûr, comme on l'a fait partout. Et donc tout le monde, beaucoup de gens deviennent des mineurs salariés, se promenant avec leurs lampes à acétylène, partant propres et revenant tout souillés de charbon tous les jours. Et puis mon propre père résiste jusqu'au moment où il ne peut pas résister puisqu'il n'arrive plus à gagner sa vie. C'est que les gens qui sollicitaient ses services en tant que forgeron n'ont plus besoin de lui. Et donc ce monde de salariés qui se développe modifie complètement notre mode d'existence depuis les origines, puisque nous sommes plutôt, on nous appelle les Baggara, c'est-à-dire les gardiens de bœufs. Eh bien, notre culture, c'était plutôt axé sur le pastoralisme. Et puis, nous avons créé, enfin, nos ancêtres ont créé des oasis. Et les oasis, vous savez, c'est un système très particulier que l'être humain a inventé pour pouvoir survivre dans les lieux les plus désertifiés. Il suffit d'avoir de l'eau, etc. Le palmier dattier qui, lui, a une forte résistance à l'ensoleillement, il plie et ne rompt pas, comme on dit, et puis il porte un fruit qui est très énergétique, très nutritif. Et donc, pour créer une oasis, eh ben, il faut de l'eau, bien sûr, le palmier qui s'ouvre comme un parasol, comme vous le voyez, parasol. Et ce parasol fait de l'ombre, et grâce à cette ombre, on peut cultiver des arbres fruitiers. Et ensuite, sous l'ombre des arbres fruitiers et du palmier, on cultive au sol
soit des céréales, des légumes, enfin, etc. Et donc on a un système artificiel, puisque c'est l'homme qui le crée. C'est lui par son génie qui crée ces oasis-là, qui deviennent des lieux nutritifs. Voilà. Et donc, et on voit quand on survole le désert, on voit des taches vertes plus ou moins grandes, plus ou moins vastes, qui représentent ces oasis que les êtres humains ont inventées depuis très longtemps pour pouvoir créer de la vie en plein désert. Donc je suis né là, et en même temps, autre chose qui est très important, c'est que le lieu oasis, qui s'appelait Kenazza, portait le nom d'un saint qui était un soufi. Et le soufisme, peut-être certains savent ce que c'est, mais c'est en fait une discipline religieuse qui prêche la non-violence, qui prêche la paix, et qui est une magnifique discipline. Donc le fondateur du lieu, eh bien, était un soufi, et ainsi on a dans ce milieu-là, à la fois au plan spirituel, à la fois au plan de la réalité quotidienne, eh bien, il y avait quelque chose qui créait une atmosphère très particulière, et bouleversée et chamboulée, évidemment, par l'irruption de la modernité, par le charbon. Alors je me trouve, si je vous raconte tout ça, c'est pas pour raconter Pierre Rabhi, c'est pour donner un point de repérage qui me permette finalement d'illustrer ou de donner une quelque sorte une pertinence ou une lisibilité à un itinéraire qui est le mien, qui est singulier et qui évidemment pas est matériel, c'est-à-dire il y a une forme de réalité très matérielle, mais il y a aussi une forme de réalité psychologique, spirituelle, etc. Et c'est le tout qu'il faut décrire pour que je puisse exprimer ce que j'ai à exprimer aujourd'hui face à vous. Et donc, à partir du moment où la modernité arrive, que j'ai un père qui ne peut plus assumer son rôle de père parce que la concurrence est beaucoup trop forte et déloyale, eh bien, il devient lui-même mineur et puis il se questionne finalement sur l'avenir. Notre avenir, c'est quoi? Notre avenir, il est entre les mains des Occidentaux. Donc, il faut, en quelque sorte, s'adapter à ces Occidentaux. Qu'on le veuille ou non, il faudra bien s'adapter. Mais par contre, les enfants, et mon enfant, je voudrais qu'il soit initié à cette nouvelle règle du jeu. Et à cette nouvelle réalité. Et pour que je sois initié à cette nouvelle réalité, il se lie d'amitié avec un couple de Français, une institutrice et un ingénieur venant travailler dans le pays, et il me confie à eux, disant, eux-mêmes n'ayant pas d'enfants, instruisez-le, apprenez-lui ce qu'il doit savoir pour bien se débrouiller dans la société future. Et c'est comme ça que je me retrouve très rapidement, je passe de l'islam au christianisme, je passe de la tradition à la modernité, et le tout sans aucune transition, et je suis en plus Gémeaux. Alors, donc ça n'a fait qu'accentuer les choses. Donc cette double appartenance, si vous voulez, était à la fois douloureuse parce que ça crée de l'écartèlement, mais à la fois riche parce qu'on est dans deux milieux qui sont pas forcément en convergence, et ça c'est toute l'histoire de l'humanité. Les musulmans ne sont pas forcément en accord avec les chrétiens. Moi je passe de la terre battue aux salles de bain, aux brosses à dents, et en même temps ce que j'entends c'est toujours d'un côté l'islam qui a son dogme qui dit que Dieu n'a pas été engendré, de l'autre côté ma mère qui m'explique sa religion pour me dire non, Dieu a eu un fils, il s'appelle Jésus-Christ, ce fils unique, il a été crucifié, etc. Et donc si je suis cinglé, c'est pas pour rien. Voilà. Et qui a raison, comprendre, voilà, qui a raison, qui a tort, moi j'en savais rien. Et ça m'a amené petit à petit, donc, dans une situation comme celle-là, on fréquente beaucoup plus les penseurs, les philosophes, etc., qui se posent la question du sens de la vie, qu'on écoute les gens qui vous parlent de maths, de chimie, etc. Moi, ça ne m'intéressait absolument pas. J'étais obligé de le faire parce qu'il fallait bien le faire pour les examens, il faut faire plaisir à mes parents.
Mais ce qui me préoccupait, c'est finalement mon identité. Qui suis-je et qui a raison dans cette réalité sociale? Alors, donc, je continue dans ce questionnement à travers les philosophes. Et au moment où je rencontre Socrate, Socrate dit une chose qui me paraissait absolument fondamentale et à laquelle j'ai adhéré immédiatement: je sais que je ne sais pas. Voilà. Et ça, je sais que je ne sais pas, ça me convient tout à fait, parce qu'en fait, bon, c'est vrai que je ne sais pas. Existe-t-il une vie après la mort? Je ne sais pas. Et la question, c'est: existe-t-il une vie avant la mort? C'est pas. Et qu'est-ce que veut dire vivre? Toutes ces questions donc m'assaillent en quelque sorte et forgent. Alors j'ai fait 36 métiers, prothèse dentaire, j'ai travaillé un peu j'ai été même à la banque, vous voyez, à la banque. J'ai été employé d'une banque française qui s'appelle la Société Générale. C'était un peu par... voilà, on m'avait embauché parce que j'avais été recommandé, etc., etc. Sauf que vous savez qu'avant on faisait ce qu'on appelle la balance, les crédits et les débits. Il fallait qu'à la fin de la journée, avant il n'y avait pas d'informatique, donc il fallait tout faire à la main et noter ce qui est rentré, ce qui est sorti, etc. Et tous les soirs, régulièrement, mes chiffres étaient fous, je n'arrivais pas à faire de la balance. Donc ce qui énervait mes supérieurs, parce que mes supérieurs ne pouvaient pas quitter la banque avant qu'on ait véritablement tout vérifié. Donc tout repointé, tout, etc. Et ils ne pouvaient plus me sentir. Et je les comprends. Parce que j'étais absolument pas dans le milieu qui me convenait. J'ai fait un peu de prothèse dentaire, etc. Et chaque fois, tout ce que j'ai essayé d'apprendre tombait en panne parce qu'il fallait faire autre chose. Et je quitte donc finalement, en pleine guerre d'Algérie, je quitte l'Algérie pour simplement des raisons, mais exclues des deux cultures, puisque d'un côté j'avais choisi d'être chrétien, mon milieu musulman m'a rejeté, et de l'autre côté j'ai eu une dispute avec mon père d'adoption qui m'a mis dehors, et donc voilà. Donc c'est dans cette double exclusion que j'arrive en France, et puis à ce moment-là, il faut bien que je gagne ma vie, voilà. Et puis finalement, je cherche à gagner ma vie, je cherche du boulot. Et on me dit, il y a une entreprise qui s'appelle Someka, on m'a recommandé au directeur qui allait m'accueillir. Et quand je suis arrivé pour être embauché, c'était si vous voulez, les 30 Glorieuses. Eh bien, on me dit, qu'est-ce que vous savez faire? Je dis, bon, je sais faire un peu de ci, un peu de ça. Je savais très bien faire une dissertation sur Socrate, mais ça n'avait pas l'air d'intéresser mon employeur. Donc, je deviens ce qu'on appelle un OS. L'OS, c'est l'ouvrier spécialisé. Voilà. Mais en fait, on dit OS, je ne sais pas comment on dit en Belgique, mais en tout cas en France, l'OS, ouvrier spécialisé, c'est en fait celui qui n'est spécialisé en rien. C'est-à-dire c'est l'homme à tout faire, quoi. Voilà. Mais comme j'avais fait de l'anthropologie, que j'ai essayé de comprendre un petit peu quel était dans ce microcosme, comment fonctionnait le microcosme de l'entreprise, on était plusieurs centaines de personnes à travailler, et puis comme j'avais fait de l'anthropologie et que j'essayais de configurer en quelque sorte ce système social, confiné, donc enfermé, hein, bien circonscrit et enfermé, et dans lequel il y a des êtres humains qui agissent, qui travaillent, et quand on cherchait une configuration, je tombais tout le temps sur la pyramide, c'est-à-dire un système pyramidal, dans lequel il y a des gens importants en haut, des gens pas importants en bas. Et tout cela, la hiérarchie, directeur général, le PDG, le directeur général, le cadre supérieur, le cadre un peu moins supérieur, et puis ça dégringolait les échelons, comme on dit, jusqu'à nous, OS, nous avions qu'un avantage, on pouvait vexer personne, voilà. Tout le monde pouvait nous vexer, mais nous, on pouvait vexer personne. Et donc on était les subalternes en quelque sorte, et dans ce microcosme, disons, du travail était représentatif finalement de l'organisation de la société tout entière, c'est-à-dire qu'elle est organisée sur la compétence de l'être humain à servir un modèle de société. Ce n'est pas la compétence destinée à quoi que ce soit d'autre qu'à servir le modèle de société. Et selon votre échelon, vous aviez droit à un salaire variable en fonction de votre échelon, bien sûr, des capacités que vous aviez. Et ça créait une hiérarchie donc disparitaire, extrêmement disparitaire.
Et je me suis dit, bon ben voilà, on est en plein cœur de l'entreprise, elle est représentative finalement de l'organisation sociale globale. Voilà. Et donc, avec toujours l'agitation de l'idéologie du progrès qui disait, ben voilà, l'être humain, le progrès va libérer l'être humain. Voilà, c'était ce qu'on nous chantait tout le temps. On écrivait, vous allez voir ce que vous allez voir, le progrès va libérer l'être humain. Voilà, c'était ça. Et puis moi, un jour, je me suis amusé à faire l'itinéraire d'un être humain dans la modernité et je me suis aperçu qu'il était constamment incarcéré. C'est-à-dire de la maternelle à l'université, il est enfermé, vous en savez quelque chose. Enfin bon, mais je vous dis pas de ne pas faire vos études, hein. Je ne rentre pas comme le diable qui va vous mettre dans la tête qu'il ne faut plus faire. Non, faites vos études, soyez, surtout, je vous en prie. Mais ce que je voyais, moi, c'était de la maternelle à l'université, on est enfermé. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte, vous le savez. Et on y va comment? Dans sa caisse, bien sûr. Et puis ensuite, il y a la boîte où on stocke les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà. Alors, je me demandais, mais où est-ce qu'on est libéré? Qu'est-ce qui fait que nous sommes libérés? Et je cherchais vraiment cette libération partout, sans la trouver vraiment. Et en fait, je ne dénigre pas les êtres ou les gens, je dénigre un modèle de société qui nous a mis dans une forme d'illusion. Bien entendu, je ne suis pas en train de faire de l'humour sur la situation des gens qui travaillent, qui ont besoin de travailler. Moi-même, tout le monde a eu besoin de travailler, donc c'est parce que je ne fais pas de l'humour sur cette question-là. Je suis trop respectueux de l'être humain, mais par contre, ce qui me gêne, c'est que l'être humain soit devenu une matière malléable, une matière conditionnable pour pouvoir servir un modèle de société qui, lui, est fondé sur l'argent. C'est ça, c'est surtout ça. Donc, les compétences acquises doivent servir, bien entendu, à chaque être humain, mais moi, je regrette, mais je ne me sens pas être né pour le produit national brut. Je suis né pour vivre, je ne suis pas né pour le produit national brut. Et donc, à partir du moment où où l'humain est en fait conditionné à être un faiseur, un producteur, consommateur, à partir de ce moment-là, je pense qu'on dévie de sa vocation propre. Et il y a eu, comme vous le savez, le phénomène urbain avec une concentration et un confinement très important d'êtres humains dans l'urbain. Et puis la nature, elle est de plus en plus désertée, quoi. Et c'est en voyant tout cela que je rencontre une jeune fille qui était un peu dans les mêmes attentes et on se rapproche, on devient amoureux, on veut vivre ensemble, mais on décide de retourner à la terre, voilà, de retourner à la campagne, vivre à la campagne, nous rapprocher en fait de la nature. Et ce rapprochement vers la nature, il fallait, pour survivre, il n'y avait que l'agriculture qui était possible pour nous, et je voulais faire de l'agriculture, seulement j'ignorais tout de l'agriculture. Je n'avais aucune connaissance de l'agriculture. Donc on aborde petit à petit le thème. Et pour apprendre l'agriculture, et pour pouvoir emprunter un peu d'argent au Crédit Agricole, il fallait que je fasse, disons, preuve de compétences, ce qui est tout à fait normal. Et donc pour avoir un peu de compétences, je fais ce qu'on appelle une école, qu'on appelle chez nous les maisons familiales rurales. Je suis obligé de couvrir en un an le programme de 3, ce qui veut dire ça, pour obtenir un diplôme qui allait me valider et me donner crédibilité. Mais comme l'agriculture, ce n'est pas simplement des questions théoriques, il faut aussi de la pratique. Donc je suis devenu ouvrier agricole, travaillant dans différentes fermes. Et c'est là que je m'aperçois que les méthodes agronomiques qui étaient appliquées faisaient appel à énormément de chimie. La chimie dans le sol, les engrais, la terre fait pousser des plantes qui sont malades, on a recours à des pesticides,
Et donc on est dans la puissance des tracteurs, la puissance mécanique, et on rentre dans un schéma qui s'appelle effectivement exploitation, parce qu'on n'est plus dans l'idée de faire valoir, comme on dit, mais on est plus dans l'idée d'exploitation, c'est-à-dire produire beaucoup de façon à vendre et à complaire finalement au système. Et c'est ainsi qu'on éradique le paysan. Petit à petit, il est éradiqué. Déjà, la guerre de 14-18 en a éradiqué énormément. Donc la civilisation dite paysanne, agraire, est réduite. Et puis finalement, c'est le monde industriel qui absorbe un certain nombre de paysans qui vont, eux, faire le travail à la chaîne, enfin tout ce que vous savez. Et puis en même temps, le paysan est éradiqué et remplacé par l'exploitant agricole. C'est-à-dire celui qui exploite, c'est-à-dire que la vision minière, en quelque sorte, prédomine sur la façon d'aborder la terre vivante. La terre vivante est à exploiter. Arrive là-dessus toute l'idéologie de la productivité en masse, et ça introduit donc une agriculture qui a recours à beaucoup de chevaux vapeur, et puis à beaucoup d'intrants, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, après la guerre, même avant déjà ça avait commencé, mais après la guerre, eh bien, on disposait d'une quantité très importante de nitrates, de phosphore, etc. Et on ne voulait pas arrêter la production de ces substances, puisqu'ils n'étaient plus utiles à la guerre, on les a orientés sur l'agriculture. Et c'est comme ça qu'on a fait une agriculture de prescription d'engrais, etc., et une médecine de prescription de médicaments. Et du coup, tout le passé, c'est-à-dire tout ce qui était dans les traditions, se trouve relégué et remplacé, disons, par une vision qui est une vision de la productivité maximale, de soi-disant l'efficacité, et l'agriculture devient une catastrophe parce qu'on a introduit une agriculture qui ne peut pas produire sans détruire. Pas produire sans détruire, donc destruction des sols par des pratiques agronomiques fortes, trop violentes, les intrants, ce qu'on appelle les intrants chimiques que l'on met dans les engrais que l'on met dans le sol, qui détériorent le sol, suppriment sa vitalité. Il supprime carrément sa vitalité, c'est-à-dire que le sol est empoisonné, il faut bien dire les choses comme elles sont, parce que la terre ne devient qu'un substrat dans lequel on met des substances et on fait pousser. Et la terre qui est vivante, donc, est complètement négligée. Alors, tous ces produits que l'on amène, évidemment, non seulement détériorent les sols, mais détériorent les environnements. Et il y a aussi l'infiltration de ces substances dans les nappes, entraînée par la pluie, qui pollue les nappes, et on s'aperçoit finalement que ça rentre dans quelque chose d'extrêmement catastrophique. Par ailleurs, donc cette exploitation qui supprime en quelque sorte tout l'aménagement et l'organisation de l'espace que les paysans avaient fait, avec des haies, avec des parcelles protégées, où c'était vraiment une véritable chef-d'œuvre que de voir ce que les paysans, ce que la tradition paysanne avait fait de l'espace. C'était quelque chose d'agréable à voir, de beau à voir, et on aboutit à quelque chose qui est nivelé, standardisé, et donc on est dans une agriculture dite industrielle. Voilà. Et à partir de là, se fait une énorme transgression, parce que pour vous expliquer d'une façon assez schématique et rapide ce qui se passe dans un sol, c'est-à-dire qu'un sol est vivant, il y a des vers de terre, il y a des micro-organismes, il y a toutes sortes toute une faune, toute une flore, celle qui est visible, invisible, etc., celle qu'on n'observe qu'au microscope, qui ne se révèle pas, etc., et tout ça fait ce qu'on appelle le métabolisme du sol. Il est vivant, voilà, il est vivant, et quand vous mettez vos graines dans ce sol qui est vivant, eh bien, elles vont germer et elles vont vous donner des plantes auxquelles le sol va transmettre toute l'énergie qu'il a, de substance. Et cette plante étant sensible, elle est habilitée à recevoir les énergies cosmiques, les énergies du cosmos aussi,
soleil, enfin, etc. Soleil, c'est incontestable, mais nous, selon nous, et selon particulièrement la biodynamie, il n'y a pas que des substances, il y a aussi de l'énergie, il y a aussi des éléments non visibles, mais qui sont de l'énergie. Et cette énergie est indéniable, puisqu'on la voit, elle se manifeste par les ondes radio, elle se manifeste par beaucoup de choses, on peut véhiculer des choses, donc ça veut dire qu'il y a tout un univers, disons, abstrait dans lequel se joue énormément d'éléments liés donc à la vitalité et à la vie elle-même, concernant la vie elle-même. C'est ce que démontre l'homéopathie pour ceux qui connaissent l'homéopathie et qui en ont utilisé. Vous savez qu'on prend une substance, on la dilue jusqu'à 6-7 fois. Au bout de 4 à 5 fois, elle est déjà la substance qu'on a mis et qu'on a diluée et dynamisée, eh bien, la substance disparaît, c'est-à-dire qu'aucun laboratoire ne peut vous dire il y a telle substance. Impossible. Mais quand vous savez que vous pouvez aller jusqu'à des dilutions de 10 000, 500 000, etc., autant dire que la substance, en tant que matière, n'existe pas. Il y a quelque chose qu'on pourra appeler l'esprit, je ne sais pas comment appeler ça, et je peux vous en parler puisque j'ai été traité récemment avec de l'homéopathie à très haute dilution. Je peux vous dire que ça se vous secoue comme c'est pas possible. Voilà. Donc il existe bien quelque chose qui n'est pas du tout dans l'ordre du visible, dans l'ordre de ce qu'on pourrait appeler la rationalité ordinaire, qui échappe à cette rationalité ordinaire. Quand vous cultivez la terre correctement, eh bien, ces énergies subtiles, la plante peut les capter. Si vous mettez des engrais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Des effets de ce qu'on appelle de chélation, c'est-à-dire que ces engrais sont préparés pour être solubles et pour avoir un effet osmotique, c'est-à-dire que dès qu'ils sont en présence des racines des plantes, les plantes ne peuvent pas faire autrement que de les absorber. Donc la plante se gorge de ces substances, et qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet de chélation, je ne sais pas comment on dit exactement, c'est-à-dire tous les microsubstances, les oligo-éléments, etc., ne peuvent plus passer dans la plante puisqu'elle a été forcée d'absorber une quantité tellement énorme de ces substances qu'elle n'a plus la capacité, disons, d'ingérer et donc de se nourrir de ces substances. Donc qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, elle est carencée. Étant carencée, elle est malade. Et étant malade, eh bien, qu'est-ce que on fait? On va chercher des pesticides. Mais étant malade avant tout, il y a des champignons, des micro-champignons, ce qu'on appelle des cryptogames qui vont en quelque sorte altérer la plante, et vous avez l'arrivée des insectes. Et pour nous, l'insecte, c'est pas un ennemi, c'est-à-dire c'est le flic de la nature. S'il voit qu'une plante est carencée, eh bien, elle ne doit pas reproduire, parce que si elle reproduit, elle fait rentrer la vie dans un processus de dégénérescence. Donc pour nous, l'insecte, c'est un symptôme selon lequel il y a quelque chose de déséquilibré au niveau de la plante. Sinon l'insecte n'attaque pas comme ça. Et les cryptogames, champignons, etc., idem, c'est-à-dire ils signalent qu'il y a déséquilibre et pathologie, et que la plante qui est attaquée, normalement, c'est une plante qui ne devrait pas reproduire, parce que sinon, elle va faire dégénérer, disons, l'espèce. Donc, tous ces éléments-là ne sont pas forcément compris, puisqu'on prend simplement le sol comme un substrat dans lequel on met des substances, et on fait pousser avec ça. Donc, on fait pousser des plantes qui sont carencées, et qui n'ont pas la capacité de nous transmettre l'énergie suffisante et importante pour notre physiologie, notre propre physiologie. Alors du coup, notre alimentation aujourd'hui est de plus en plus dénaturée et toxique. C'est pour ça que je dis, et ça nous l'absorbons tous les jours, puisque en finale, ces substances arrivent dans notre organisme puisque nous les ingérons. Voilà. Et du coup, tous les jours, avec une alimentation de ce type, eh bien, on prend des microsubstances qui détériorent et qui désorganisent notre organisme même. Et c'est pour ça que je dis souvent, avec cette nourriture-là, quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Voilà.
Donc on en est à l'aberration totale, c'est-à-dire qu'en fait, destruction des sols. Il y a aussi un énorme problème qui est celui des semences. Les semences, 60% des semences que l'humanité, depuis 10 à 12 000 ans, a domestiquées, transmises de génération en génération, sont en train de disparaître maintenant. Remplacement OGM et compagnie, enfin tout ce qu'on invente comme chimères, comme choses qui n'ont aucun intérêt et qui sont en plus pas reproductibles, non reproductibles, et qui en fait contribuent à une ambiguïté selon laquelle c'est avec ces OGM, organismes génétiquement modifiés, qu'on va finalement éradiquer par exemple la famine et nourrir les gens, alors qu'en fait ces organismes-là ne sont pas reproductibles, donc au contraire on rentre dans le processus de quelque chose qui va affamer l'humanité. Et c'est un attentat grave contre l'humanité, mais bon, c'est considéré, c'est normalisé. Il y a des firmes qui veulent faire du profit, et en voulant faire du profit, finalement, il y a une somnolence du politique, ou même une complicité du politique, et donc là, on est dans une ignorance totale de quelque chose, de cet attentat qui est en train de se faire et qui peut aboutir véritablement à affamer l'humanité. Donc tous ces paramètres-là, destruction des sols, pollution de l'eau, élimination des semences transmissibles, libres et transmissibles. Et si vous mettez rien que ces paramètres-là, eh bien vous vous rendez compte que le processus en quelque sorte qui concerne aujourd'hui la problématique alimentaire dans le monde est un processus qui amène l'humanité à une tragédie. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle évidemment, l'agroécologie est une réponse. Une réponse à ces questions-là est une très très bonne réponse. Alors, en partant par exemple de l'agriculture écologique ou biologique, elle repose sur l'observation des phénomènes, c'est-à-dire comment la nature a fait pour finalement se perpétuer. La nature ne nous a pas attendus. Nous sommes, paraît-il, les 3 dernières minutes sur 24 heures, comme je disais tout à l'heure. Elle n'a pas attendu pour édifier la vie, pour s'organiser, pour proliférer, créer des créatures magnifiques, etc. Donc elle ne nous a pas attendus. Et alors, soit nous disons, voilà, avec nos connaissances scientifiques et la rationalité, on va créer un mode d'agriculture qui s'inspire uniquement de nos connaissances, soit en agriculture écologique, on dit mais finalement la nature comment elle a fait? Comment elle fait? Ben, comment la nature fait? La nature elle a mis en un processus de sa propre prolongation, de sa propre survie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors ça revient un peu à la formule de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. On peut l'appliquer à cela, puisque tout ce que la nature produit a prévu de le transformer. Tout. Il n'y a rien qui se perd. Donc elle a une capacité de transformer en vie ce qui meurt. Et quand on regarde de près, finalement on constate une chose, c'est que prenez l'exemple de la forêt par exemple. La forêt elle pousse, en automne les arbres deviennent magnifiques avec leur feuillage, et après les floraisons, avec tout ça. Et puis c'est un faste, si vous voulez, extraordinaire où la nature se déploie, c'est le temps printanier, après le repos de l'hiver. Et l'été, évidemment, c'est la saison faste, c'est-à-dire où la lumière du soleil est la plus forte et où tout est dynamisé vraiment d'une façon extrêmement puissante. Et puis après arrive tout doucement une sorte de déclin un petit peu. Les jours, on arrive vers l'automne. Mais qu'est-ce qui se passe en automne? Les arbres perdent leurs feuilles puisqu'ils n'ont plus besoin, ils vont rentrer en dormance, en repos. Et les feuilles qui tombent au sol, par un miracle extraordinaire, elles se transforment. Elles rentrent en système de transformation. Beaucoup d'organismes, micro-organismes s'en occupent, ça se transforme. Et il y a comme une forme d'alchimie
qui transforme en fait la matière organique, on pourrait dire la matière organique morte dans sa fonction, mais qui est reprise par tout un système microbien, un système cryptogamique, un système, etc. Et tout ça est transformé en une matière noirâtre qu'on appelle l'humus. Et l'humus, c'est pas pour rien que l'étymologie humus, humanité, humilité, humidité a été donnée à cette matière. Pourquoi? Parce que c'est la matière du rebondissement. C'est-à-dire, bon, tout ce qui les déchets que rassemble la forêt, par exemple, avec les feuilles, rentrant dans cette transformation, produit de l'humus, lequel humus est réintégré dans le sol. Alors il y a tout un boulot de gens qui ne sont même pas payés, mais qui font beaucoup de travail, qui un cheptel de travail, etc. Et qui transforment tout ça, et l'humus devient l'engrais le plus noble, en quelque sorte, qui va relancer la vie. Eh bien, voilà ce qui inspire l'agriculture, l'agroécologie. Alors moi, fermier, comme j'ai eu mes chèvres, etc., le fumier, les pailles, eh bien, je vais les transformer. Je vais faire exactement comme a fait la nature. Seulement, je vais les faire dans un processus accéléré, parce que je ne peux pas attendre une année avant que ça se fasse. Donc, une fois que j'ai rassemblé ces déchets que produit la ferme elle-même, eh bien, je vais les mettre en fermentation. En fermentation dirigée, c'est-à-dire que je ne vais pas les laisser pourrir. Il faut faire attention, c'est pas les faire pourrir, c'est les fermenter, c'est-à-dire avec une recette très précise pour faire que cette matière que je collecte, que je mets en strates, que je jumecte, je vais mettre de l'humidité dedans, et je la protège, je fais une œuvre pratiquement d'alchimiste en quelque sorte, et je vais mettre en ce processus de fermentation dirigé, orienté, avec les présences des 4 éléments. L'élément évidemment matériel qui relève de la terre, il faut de l'air, bien sûr, il faut de l'eau, et ces éléments-là vont... Et il faut de la chaleur. Donc quand vous faites un tas de compost, ce tas de compost vous mettez en fermentation, eh bien la transformation commence à se faire, et les micro-organismes se concentrent, et le tas va se mettre à chauffer. Donc voilà, l'élément chaleur intervient à ce moment-là, l'air est présent, et quand tous ces éléments sont là, eh bien vous allez petit à petit produire vous-même de l'humus. Voilà, l'humus. Alors si vous avez compris déjà ça, vous avez compris ce que c'est que l'agriculture écologique, ou l'agroécologie, dans le sens où c'est le professeur, c'est la nature elle-même. Et il suffit d'être très attentif à ce que fait la nature pour reproduire dans un protocole évidemment accéléré. Eh bien, l'être humain devient un alchimiste. Voilà, devient un alchimiste. Et l'intérêt aussi de ces matières, et ça je l'ai expérimenté dans les zones difficiles comme le Sahel, eh bien cette matière, quand vous l'avez préparée, elle arrive à retenir jusqu'à 10 fois son propre poids en eau. Alors quand vous êtes dans des zones qui sont arides, qui sont desséchées, quand vous mettez cette matière-là, elle contribue à retenir l'eau, au lieu que cette eau s'en aille, en emportant la terre, elle est retenue. Et une fois qu'elle est retenue, elle est mise évidemment à la disposition des plantes, et vous obtenez un véritable miracle, comme je l'ai obtenu au Sahel. Et c'est là le triomphe en quelque sorte de l'agroécologie, puisqu'elle a été testée dans les conditions les plus difficiles, disons, dans des climats extrêmement secs, zone semi-aride. Et bien l'agroécologie fonctionne très très bien. Et c'est pour ça que mon affirmation selon laquelle l'agroécologie est la solution à la famine dans le monde, y compris dans les zones les plus difficiles, est une affirmation qui n'est pas légère pour moi, parce qu'elle est très puissante. Et j'ai écrit un ouvrage que j'ai intitulé de cette expérience, parce qu'en 1981, je suis appelé au Burkina Faso par le gouvernement, suite au passage à l'époque c'était encore la Haute-Volta, dans ma ferme. Je lui explique ce que je fais, il fait son rapport au gouvernement, le gouvernement m'invite à venir expliquer au cadre et tout ça ce que c'était que cette fameuse agriculture biologique. Voilà.
À l'époque, c'était l'agriculture biologique. Donc je vais en 81 en mission, soutenu par une association qui privilégie la rencontre paysanne. Et je me trouve au Burkina, donc en mois de janvier 81. On rassemble les cadres, j'explique aux cadres ce que c'était que l'agriculture écologique, biologique. Et puis on me dit, bah, écoutez, est-ce que vous pourriez nous aider ou nous enseigner ces techniques-là que nous apprenons? Nous, on nous a toujours dit, il faut utiliser des engrais, il faut, etc. Et vous dites, on peut se passer des engrais, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous enseigner cela? Et donc, c'est comme ça que je m'engage donc au Burkina pour enseigner l'agriculture biologique. Et on est toujours dans l'agriculture biologique. Et ensuite, en visitant le milieu, c'est-à-dire en considérant le milieu naturel, c'est-à-dire le biotope tel qu'il était constitué, ben ces biotopes dans les zones semi-arides sont des biotopes qui ont été terriblement altérés par les sécheresses et les pratiques humaines, parce qu'on défriche avec du feu, il y a des troupeaux en surnombre, il y a le peu de bois qu'il y a est coupé, et donc l'être humain, par la précarité, intervient aussi comme prédateur et destructeur de son propre milieu. Il n'y a pas que la nature. S'ajoute à cela, évidemment, les variations climatiques, et donc là, à ce moment-là, c'est la nature. Et qu'est-ce que ça produit? Ben, ça produit des sols, bien sûr. Les conséquences, c'est que les troupeaux, suite à ces sécheresses, les troupeaux sont décimés, les humains sont affamés. On a entendu parler de ces... Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ces terres craquelées à l'infini, c'est-à-dire une sécheresse telle que l'argile se rétracte et produit ces fentes à l'infini avec des cadavres d'animaux morts sur le sol. Ben, c'était ça la vision apocalyptique qu'on avait de cela. Et il y avait des villages entiers où les gens étaient morts de faim, complètement morts de faim. Et ce territoire dénudé, une fois que les pluies reviennent, bien sûr, ces pluies qui reviennent sont violentes, la plupart du temps, parce qu'elles sont dans un caractère plutôt tropical. Et quand ces pluies tombent, elles sont tellement violentes qu'elles provoquent un ruissellement terrible, et l'eau et la terre s'en vont. L'eau emporte la terre. Et parce qu'il n'y a plus de couverture protectrice végétale du sol. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc l'eau ne pénètre plus dans le sol, et on a comme conséquence secondaire, c'est la baisse des nappes phréatiques, voire la disparition des nappes phréatiques, et on a comme ça un désastre général. Et c'est là que l'agroécologie, plutôt que de rester en agriculture biologique, ce qui m'a été inspiré, en quelque sorte, c'est l'agroécologie. C'est-à-dire qu'il faut intervenir sur le milieu naturel pour reboiser, pour lutter contre l'érosion. Il suffit quelquefois d'aménagement de surface. J'ai marqué évidemment tout ça dans mon livre et dans d'autres documents. Et il suffit de faire des diguettes, des micro-barrages, c'est-à-dire profiter de l'espace pour l'aménager. Qu'est-ce que c'est qu'une diguette, tout simplement, en agroécologie? Eh bien, vous faites une espèce de, soit un cordon pierreux, soit de la terre que vous relevez, et vous prenez dans le sens du ruissellement, selon les courbes de niveau du milieu, vous faites ces diguettes. Ces diguettes, quand la pluie tombe, eh bien, au lieu de ruisseler et s'en aller en emportant la terre, s'infiltre dans la terre. L'eau est obligée de s'infiltrer. Quelquefois, elle stagne quelques jours et ensuite elle s'infiltre tout doucement. Eh bien, il y avait des villageois qui venaient nous dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Avant, il n'y avait plus d'eau dans le puits, maintenant il y a de l'eau dans le puits. Ben, c'est très simple à comprendre. C'est-à-dire qu'en limitant la fuite de l'eau et en obligeant l'eau à s'infiltrer, ça recharge les nappes phréatiques. Voilà, c'était simplement cela. Il faut reboiser aussi, parce que l'arbre, évidemment, a un rôle très important en agroécologie. Il faut préserver les semences et sélectionner les semences. Il faut cultiver le sol, évidemment, avec ce que je vous ai expliqué de l'humus. Et quand vous avez rassemblé tous ces éléments-là, eh ben, vous êtes appuyé véritablement sur l'énergie de la vie elle-même. Voyez, et c'est pour ça que l'agroécologie est quelque chose d'absolument miraculeux. Et donc après,
après le succès, le premier succès que j'ai pu avoir avec les paysans, d'une façon directe ou avec les cadres, je rencontre une organisation, une association qui s'appelait le Point Mulhouse. Cette association absolument atypique, c'est-à-dire une association loi de 1901 qui achète qui prend, enfin ce serait très long à expliquer, qu'il y a des avions pour faire du transport aérien et humanitaire. Donc une association qui possède des avions, c'est pas rien, et qui désenclave les pays les plus pénalisés, puisqu'il y a des pays tellement pauvres qu'avoir un avion, c'est une fortune. Donc elle désenclave, elle propose le billet d'avion 75% moins cher que les autres compagnies, parce qu'elle le fait dans une idée de désenclaver le pays. Le pays voit qu'il y a un afflux très important de touristes, parce que l'Européen qui se dit, oh là, à ce prix-là, je vais faire un truc. L'Africain qui se dit, à ce prix-là, je vais au Burkina, et ensuite je prendrai un train ou un taxi brousse pour me rendre, je sais pas, à la Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et donc, il y a un flux énorme de gens qui prennent donc les avions du Point Mulhouse pour aller visiter le pays. Et le pays n'a pas les infrastructures d'accueil. Donc, il commence à dire, le Point Mulhouse se dit, puisque nous n'attendons pas de retour, nous allons créer également les infrastructures d'accueil. Et créer dans la zone nord du pays, zone donc la plus pénalisée, ce qu'on appelait une hôtellerie qu'on appelait les campements hôteliers. Alors il crée les campements hôteliers. Pour arriver à Gorom Gorom, au campement hôtelier, il fallait vraiment le vouloir. Parce qu'on mettait 9 heures de route pour faire 350 km. Et si vous pouviez trouver un 4x4, ça c'était vraiment le summum. Mais au-delà, il y avait encore une compagnie, une compagnie que les Africains appelaient Air Peut-être. Voilà. Donc quand vous avez ça, voilà. Et donc Air Peut-être amenait les privilégiés, mais c'était peut-être. Voilà. Donc on se retrouve dans une zone semi-aride avec une population plutôt pastorale qui crève la dalle, comme on dit, et voilà. Et donc ces gens viennent, mais dans ce lieu hôtelier, beaucoup plus pour se dépayser, etc. Et à un certain moment, il y a quand même quelque chose qui résonne très mal, dans le sens où ces structures hôtelières accueillent des Européens qui viennent festoyer au milieu d'une population qui crève de faim. Donc c'était totalement immoral pour le Point. Et le Point Mulhouse, qui avait une cote de plus en plus élevée en tant que compagnie, association qui désenclave un pays, quand les gens venaient à Gorom Gorom, eh bien, eux, quand ils repartaient dans des critiques, et les journalistes se mettaient à descendre le Point Mulhouse. Oui, vous créez des structures là-bas où les Blancs vont se distraire au milieu de la population, etc. Donc, presque dépression de la compagnie, on arrête tout. Et mon ami qui s'appelle Maurice Freund, avec lequel on avait lancé les choses, je ne connaissais pas d'ailleurs, et avant de connaître Gorom Gorom, et il veut tout arrêter. Il me dit, mais quel est ton avis, qu'est-ce que tu pourrais faire, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je lui dis, mais écoute, on va garder la structure d'accueil, mais on va proposer un seul repas. C'est-à-dire qu'on va mettre tout au niveau du pays. Il ne s'agit pas de trucs à la carte, de machin. Un seul repas à prendre ou à laisser. Voilà. Donc, et c'est déjà beaucoup au milieu d'une population qui, elle, se demande même si elle va manger quelque chose. Et puisque vous n'attendez pas de retour, l'argent produit par l'hôtellerie, en quelque sorte, par les gens que nous accueillons, eh bien, lui va nous servir à former les paysans. Et pour cela, il faut qu'on associe une structure d'accueil et une structure de formation à l'agroécologie. Et qui serait en quelque sorte, c'est-à-dire que le touriste qui vient séjourner, il sait que son argent va servir à transmettre de la connaissance et du savoir à des paysans qui en ont besoin. Et nous rejoignons l'adage selon lequel, il vaut mieux
apprendre à pêcher que donner du poisson. Donc c'est l'idée selon laquelle il faut évidemment enseigner des techniques et des moyens qui permettent de nous rendre inutiles. C'est-à-dire le bon développement, c'est quand celui qui veut développer est devenu inutile. C'est-à-dire qu'il est repris, les gens ont repris leur liberté, ils font les choses de leur propre initiative et ils continuent. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà. Et on était étonnés de voir la quantité de gens qui venaient voir cette expérience. Formation des paysans, formation de certains cadres, formation des femmes, expérimentation sur le terrain, de l'agroécologie, les histoires de lutte contre l'érosion, etc., etc. Tout ça rassemblé a donné en quelque sorte, à partir du premier lieu dans lequel s'est exercée l'agroécologie en Afrique, un lieu vraiment identifié, eh bien, l'agroécologie a pris une extension tellement importante qu'un jour le président Sankara lui-même me convoque en me disant il faut absolument qu'on généralise l'agroécologie. Pourquoi? Parce que les paysans d'abord ont bien vu que c'était efficace. Ça nous libère d'acheter des intrants chimiques, parce que vous savez, pour faire 1 tonne d'engrais chimique, il faut à peu près 2 tonnes à 2 tonnes 5 de pétrole. C'est-à-dire que chaque fois, c'est indexé sur le pétrole. Tous les intrants coûtent cher aux États, et donc tout ça en diminue. Et il m'a chargé de proposer un programme national pour que l'agroécologie devienne une option nationale. Voilà. Donc c'est vous dire que les résultats sur le terrain ont été totalement probants. Donc moi je me préparais, et évidemment j'étais dans une joie absolument incroyable, l'option de tout un pays pour l'agroécologie. Eh bien je me mets à travailler, à présenter un plan sur le court terme, moyen terme, long terme, comment on va procéder à la réforme générale, pas brutalement, on ne va pas passer d'une logique à une autre sans transition. Il faut petit à petit aussi toutes les structures de formation des jeunes agriculteurs qui existaient puissent adopter un programme en agroécologie, et tout ça était bien au point quand j'ai entendu à la radio que Thomas Sankara avait été assassiné. Voilà comment les choses se sont passées. Alors, je vais me faire un tout petit peu de publicité. Si ce que je vous ai dit n'est pas trop délirant, pas trop à côté de la plaque, pas trop je ne sais pas quoi, j'ai consigné cette expérience dans un ouvrage qui s'appelle L'Offrande au crépuscule. Vous pourrez donc lire complètement, publié par les éditions L'Harmattan en France. Et j'ai voulu écrire cet ouvrage pour justement, dans les années 80, donc c'est pas d'aujourd'hui qu'il a été écrit, pour mettre en évidence, maintenant tout le monde parle de l'agroécologie, la solution. Ben, je regrette, c'est le premier ouvrage que j'ai édité sur l'agroécologie dans les années 80, eh ben, il a devancé un peu beaucoup de ces publications qu'on a maintenant. Je ne me vante pas de cela, c'est simplement un fait. Je ne dis pas gloire à Pierre Rabhi, c'est pas ça. Je dis simplement, voilà comment les choses se sont. Et alors, quand j'ai publié ce bouquin, mon éditeur me dit est-ce que tu ne voudrais pas qu'on tente de le présenter à un concours du ministère de l'Agriculture, un concours finalement de littérature du ministère de l'Agriculture. Et je lui ai dit, ils vont te le renvoyer par retour du courrier, parce qu'en fait, je suis très critique par rapport à l'agriculture chimique, à toutes ces choses-là, qui sont, eux, prônées par les différents ministères, et donc ça va pas cadrer. Et puis il l'a envoyé quand même, et puis un jour il m'appelle tout enthousiaste, mais tu as le premier prix, etc. Je dis, comment le premier prix, tu es sûr? Ben oui, le premier prix, voilà, le premier prix du ministère de l'Agriculture sur l'agroécologie. Alors ils n'ont pas osé dire sur l'agriculture, des sciences sociales, parce qu'en fait ça faisait moins choquant, quoi. Voilà. Et effectivement, je me suis beaucoup occupé de ce qu'on pourrait appeler la science sociale, dans le sens où quand on transmet une connaissance à des peuples, il faut faire attention de ne pas déranger leur mode de pensée, ce qu'ils sont. C'est ça la colonisation. La colonisation, c'est pas occuper seulement
le territoire des autres, c'est modifier en quelque sorte le mode de pensée des autres et imposer un mode de pensée aux autres. C'est ce qui s'est fait. On pourrait dire que l'Europe a généré une culture qu'on appelle la modernité, avec la thermodynamique, avec tous les miracles que l'on fait en technologie. Et il faut savoir que l'Europe a été la première victime, en quelque sorte, de paradigme qu'elle a forgé elle-même. Les voyageurs du XVIe ou du XVIIe siècle vous disaient que quand on voyageait en Europe, on passait d'une province à l'autre, il y avait une diversité absolument extraordinaire de langues, de vêtements, d'architecture, de coutumes. C'était une mosaïque de culture, l'Europe. C'était pas... voilà. Et alors après, on est parti sur la standardisation. C'est-à-dire la civilisation dite moderne, à standardiser, à uniformiser en quelque sorte les cultures à partir du paradigme nouveau de la technique, de la science et de la consommation énergétique dans laquelle nous sommes. Et ainsi, elle a créé la civilisation la plus fragile de l'histoire de l'humanité, parce qu'aujourd'hui, vous supprimez le pétrole, l'électricité, la communication, et tout est par terre. Voilà, c'est pas compliqué. Donc tout le monde peut comprendre ça. Et comme on s'est de plus en plus éloigné des fondements, disons, de la vie elle-même, l'agroécologie devient quelque chose qui nous relie, qui nous réconcilie avec les énergies de la vie, c'est-à-dire celles qui sont durables, ceux qui se perpétuent et ceux auxquels on doit la vie. Donc toutes ces expériences ont abouti ensuite à une confirmation en quelque sorte de l'agroécologie, d'où, je ne sais pas si je vous l'ai dit, bon, la création de Terre Humanisme Formation, le CIEPAD, enfin tout ce que j'avais. Et aujourd'hui, on a des structures en quelque sorte que vous pouvez aller visiter, vous pouvez faire des stages chez nous pour vous initier à l'agriculture écologique. Et donc on a créé tout cela au nom de l'agriculture, au nom de la propagation en quelque sorte de l'agriculture écologique. Alors, pour finir, ou bien du moins, je ne sais pas si je vous ennuie ou pas, j'en sais rien. En tout cas, on m'a demandé de parler de l'agroécologie. Il faut bien que je me cantonne dans l'agroécologie. Donc le problème aujourd'hui, c'est de dire finalement, le grand questionnement, certes l'agroécologie est très importante, parce qu'elle nous met dans une posture à partir de laquelle elle nous réconcilie avec la vie, elle nous permet de nous nourrir sans agresser la terre, elle nous permet de réhabiliter, de reprendre les forces vives de la nature elle-même et de créer et en quelque sorte d'endosser notre responsabilité, de transmettre le patrimoine vivant et le patrimoine aux générations futures et leur transmettre vivant et non pas détruit par les méthodes insensées du monde actuel. Seulement, il faut aussi se méfier de ce qui pourrait être un peu trop idyllique. C'est-à-dire qu'on peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Ce n'est pas incompatible. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas de dire avec l'agroécologie, on va sauver. L'agroécologie doit intégrer justement un aspect moral et éthique, c'est-à-dire que je fais en conscience ce que je dois faire, je prends soin de la terre, de la vie, et quand je prends soin de la terre et de la vie, je prends aussi soin de mes semblables humains. Voilà. Et quand je vais transmettre cela, c'est l'expérience que nous avons fait, nous, sur notre propre ferme. On a pris une terre aride, personne n'en voulait, etc. Et on l'a fertilisée. Et aujourd'hui, où on arrive au temps de la transmission, eh bien, nos enfants vont accueillir un lieu qu'on a totalement transformé. C'est-à-dire que le sol est devenu fertile, très peu d'énergie pour travailler le sol, etc. Donc l'agroécologie intègre tous ces éléments et je pourrais dire qu'il faut qu'elle soit associée à une éthique. Et ce que j'appelle une éthique, c'est en fait, il faut absolument que nous construisions le futur sur la sobriété.
J'ai écrit un livre qui s'intitule La sobriété heureuse. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui incite à toujours plus, et l'incitation à toujours plus ruine et accélère l'épuisement de la planète. Si tous les Chinois, etc., veulent adopter le modèle dominant aujourd'hui, où voulez-vous que on prenne les ressources? Déjà, les mers sont écumées, les forêts sont attaquées, il y a énormément... Donc cette planète, en quelque sorte, est soumise à un pillage systématique par l'avidité. Et l'être humain est toujours manipulé à être avide, à vouloir toujours plus. D'où la nécessité de rompre avec cette espèce de mythe de la croissance qui ne serait sans limite. Elle ne peut pas être sans limite, puisque la planète est limitée. De toute façon, à un moment, on arrivera au bout. Et aujourd'hui, on est déjà en train de faire, en quelque sorte, le bilan et l'inventaire des ressources, et on s'aperçoit que les mers sont pillées, que maintenant on doit élever des poissons pour pouvoir continuer, que quand vous voyagez en avion sur les forêts tropicales, vous voyez des trouées mais énormes de forêts qui disparaissent. C'est-à-dire que l'être humain contribue en quelque sorte à la dégradation générale de sa planète. D'où la question morale qui doit se poser aujourd'hui par rapport à quel est le rôle de l'être humain dans cette réalité. Et si l'être humain ne comprend pas qu'il a à se transformer lui-même de façon à établir en lui-même la modération comme libération, libéré par la modération, parce qu'autrement c'est toujours plus. On vous dit toujours, mais vous n'avez jamais assez. Puis moi j'ai la télé, je regarde, c'est seulement pour regarder Colombo ou des films qui me distraient, c'est tout. Je ne vais pas retomber encore dans les machins. Voilà. Alors même mes enfants me disent, mais tu regardes cette connerie? Ben oui, mais ça me distrait, voilà, c'est tout. Et j'ai pas envie d'être dans le sérieux, et de temps en temps, une comédie, un machin, un truc léger me distrait. Eh bien, le problème, c'est que quand je me mets devant ma télé, on me dit, mais tu n'as pas assez, mon pauvre vieux, comment tu n'as pas ce truc-là, tu n'as pas ce machin-là, mais tu es... Et en plus, on me traite comme un abruti parce qu'on me tient par le subliminal. Voilà, c'est-à-dire que, et ça devrait être interdit, la publicité subliminale, c'est-à-dire qu'on prend les gens pour des abrutis. Comme si je ne peux pas comprendre, j'étais incapable de comprendre qu'un frigo, ça a telle caractéristique et ça vaut tant et c'est tout, ça me suffit. Mais toutes les simagrées, les machins qu'on met autour, tout ce cinéma qui est autour, ça c'est complètement indigne et ça devrait être interdit parce que ça nous prend pour des abrutis. Voilà. Donc tout cela nous amène à dire finalement la perspective du futur sur quoi. Et souvent je finis sur cette anecdote. Je vis en Ardèche, un pays qui est sans être glacial est quand même froid. Je dois me chauffer. Je dois chauffer ma famille, bien sûr, ma maison. Et puis, quand nous sommes commencés en 1961, quand nous sommes arrivés, on n'avait pas de sous, on ne pouvait pas acheter du pétrole, du machin, etc. Donc, on avait de la forêt, on allait couper du bois sur la forêt. À l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse, rien de tout ça. Enfin, moi, en tout cas, je n'avais pas accès à ça. Et puis, je coupais le bois en suant énormément pour pouvoir mettre du bois dans mon poêle. Et puis, c'était tellement dur. Bon, un jour, je suis dans un village à côté, attablé à prendre un café ou je ne sais pas quoi. Et il y a une table à côté où les gens discutaient entre eux. Et il y en a un qui disait, je dois couper mon bois, c'est difficile, c'est long, etc. Je n'ai pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je m'approche de lui et je lui dis, mais moi aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas s'associer? Vous venez m'aider, je vais vous aider. Et puis on dit, bon, ben, le contrat est signé immédiatement, je vais l'aider, il vient m'aider. Et puis on travaille toute la journée, tranquillement, en écoutant les oiseaux, sans bruit de tronçonneuse, sans rien du tout, avec toute une approche artisanale. Et puis la journée se finit, la journée s'achève, on a travaillé toute la journée, cette journée s'achève, et s'achève sur un cadeau extraordinaire, c'est-à-dire un coucher de soleil fait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Couleurs mais absolument splendides, absolument une splendeur. Et vous imaginez donc ce soleil qui descend, qui devient rouge et qui descend sur l'horizon, hein, descend, et sur ce magnifique tableau, sur cette magnifique fresque, se découpe un arbre.
Et c'est l'hiver, il avait donc ces ramures dénudées, ça faisait un peu quelque chose d'absolument magique, comme un poumon inversé, comme je sais pas. En tout cas, ça a ajouté une telle beauté à ce coucher de soleil que je reste vraiment comme ça à contempler Et puis mon ami, lui, il était en train de ranger les outils, de rassembler tout ça, et il me regarde à plusieurs reprises et je suis comme ça immobile, et il s'approche de moi et il se demande ce que je fais. Et je le prends par la main et je lui dis « Regarde, regarde ». J'ose même pas parler. Il me dit « il y a au moins 10 stères ». Voilà. Donc, voilà. Donc je vais m'arrêter là. C'est simplement ce que je veux signifier avec cela, c'est que le monde manque de beauté et nous ne sommes pas ici pour être simplement dans le pratico-pratique. Nous sommes ici-bas aussi pour admirer la vie, lui rendre hommage et être heureux dans cette vie. Voilà. Merci Pierre Rabhi. Merci. Merci, merci, merci. Merci.